Lundi 15 mai 2023. Cher, je mets cher au début de la lettre, car en effet, tu m'es cher. Toi, à qui j'ai pensé presque chaque jour depuis 40 ans. Que serais-je sans toi? Qu'aurais-je été sans ma tante Dragon? Car, tout en restant le plus cordial possible, il faut que je te parle sérieusement. Je te parle en tant que personne que tu connais vaguement, pas en tant que ta nièce. Je laisse les liens de parenté où ils sont. Nous n'en avons pas besoin pour le moment. J'ai été surprise de ne pas avoir eu de réponse à mes 2 emails, celui de janvier et celui de mars. Claire m'a dit que tu étais souvent en vacances ou en visite ici et là, et que tu regardais rarement tes emails. Tant mieux que tu profites de la vie. Tu as travaillé assez dur pour le mériter. Je suis contente pour toi. En attendant, le fait de n'avoir pas eu de réponse de ta part a engendré cette lettre, car il est important, autant pour moi que pour toi, que nous mettions les cartes sur table. Au moins, j'aurais mis les miennes, car je ne veux pas avoir de regrets, et j'en aurais si tu disparaissais avant que j'aie pu t'écrire et t'envoyer ce qui suit. Avant de commencer, je veux te rassurer. Pas que tu en aies besoin, mais en cas. Cette lettre est écrite pour te conter des faits et parler de ce qu'il reste de ce qu'il n'est plus. Elle n'est pas écrite pour engendrer de la culpabilité, que tu n'auras pas de toute façon, ni pour blâmer ou faire du mal gratuit. J'espère que tu auras le courage nécessaire pour la lire, car elle n'est pas facile. Le chien est venu me faire des bises, il t'en envoie aussi. Et si tu n'as pas le courage de lire cette lettre, tant pis. L'important, c'est qu'elle soit sortie de moi et qu'elle soit arrivée à ton adresse. Tu sais maintenant que j'ai pensé à toi presque chaque jour depuis 40 ans. J'ai 45 ans cette année. Et comment, tu me diras? Cela te semblera fort, mais j'ai pensé à toi avec du ressenti, de la peur et de la haine. Ces sentiments que nous réservons généralement à ceux qui ne sont pas vraiment de la catégorie des êtres chers, mais que nous sommes obligés de côtoyer de temps à autre. C'est dommage, je trouve, d'avoir ces sentiments-là à l'égard de qui que ce soit. C'est pour ça que je te les écris, pour les déraciner à moi et aussi pour te donner une occasion de comprendre les effets de ton comportement. Car c'est de ton comportement dont je te parle, pas de qui tu es vraiment. Tu n'es pas ton comportement, tout comme je ne suis pas le mien. Ce sont des défenses acquises par notre ego. La personne que tu es vraiment, je ne pense pas l'avoir rencontrée. On y va, je vais te retracer ces souvenirs malsains du passé qui n'est plus, te décrire qui je me souviens être depuis l'âge de 5 ans. J'étais une enfant timide, silencieuse et toujours dans les jupes de ma mère. J'avais toujours peur d'être rabrouée et critiquée, ce qui se passait quotidiennement, soit par certains frères et sœurs, soit par les invités, indésirables à mon âme d'enfant, qui ne manquaient pas de se présenter trop souvent au château pour voir leur mère. J'ai grandi avec le sentiment de ne pas avoir le droit de parler et, comme Claire, de ne pas être écoutée. Mais contrairement à Claire qui m'a dit n'avoir à son souvenir pas vécu cela, j'ai vécu de l'abus sexuel, dont je ne veux pas parler ici. Cet abus n'a pas été entendu ni reconnu par la famille proche. Tout ce que j'ai entendu, c'est « tais-toi et arrête de faire l'intéressante ». Cela m'a cloîtré encore plus dans le silence, avec de la culpabilité et de la honte, dans le désir de m'enfuir d'ici et du sentiment que je n'appartenais pas à cette famille. Dans mes rêves ingrats, j'imaginais que j'étais quelque enfant trouvé au bord de la route que cette famille avait charitablement recueilli. Il est inutile que je te décrive combien je me sentais non voulue. Moindre, indésirable et pleine de colère et de haine rentrée, envers ceux à qui il fallait que je sourie, pour paraître bien élevée et gentille, alors que tout ce que je voulais, c'est qu'on me laisse tranquille dans mon coin. Souvent, je manquais de politesse à l'égard des invités, tels que toi. « Et alors, tu dis pas bonjour, c'est quoi ces manières? Qu'est-ce qu'ils t'apprennent, tes parents ?» Tu me disais de ta voix courroucée. Nos parents ne nous forçaient pas à dire bonjour le matin, puisqu'on s'était vu le soir d'avant et qu'on ne s'était pas quitté. Alors, lorsque tu me remarquais, je me forçais à te dire bonjour,
et j'essayais de quitter la cuisine le plus vite possible pour éviter ta présence. L'école, malheureusement, ne m'a pas fourni le répit et le sentiment d'appartenance et de réconfort que je ne trouvais pas dans la famille. Le bon maître de Belmonte, Oulmeiro, étant parti. Lorsque j'y suis enfin allée, il ne restait que le nouveau maître de Paris, le père de Marie, qui ne m'aimait pas beaucoup parce que j'étais renfermée et pas douée. C'est normal de ne pas être doué quand on ne se sent pas bien en soi. Il ne m'a pas aidé à grandir de façon équilibrée. Et au contraire m'a fait comprendre que je n'avais aucune capacité pour les sujets où il faut de la logique, comme les maths, ce qui m'a beaucoup handicapée mentalement par la suite. J'ai passé les années d'école primaire dans une sorte de rêve non éveillé, où je me recroquevillais sur moi-même et envers la seule personne que j'aimais, Marie, je passais mon temps à être jalouse. Car elle me quittait toujours pour devenir la meilleure amie des nouvelles venues, qui étaient plus exotiques que moi. Il n'y avait pas de loyauté de sa part. C'est normal, c'était qu'un enfant. Les autres enfants à l'école n'étaient pas méchants et aussi bien invités l'un chez l'autre de temps en temps. Ils te connaissaient d'ailleurs et n'étaient pas friands de ta présence non plus. Mais je n'arrivais pas à vraiment m'intégrer ni à me confier à eux. Et je me sentais toujours à part. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à être comme les autres enfants, à avoir de l'entrain et à aimer les jeux, les rondes, etc., où il y avait un contact physique ou une interaction sociale. J'étais la seule dans ma classe jusqu'au CM1, quand l'anglaise exotique est arrivée et que j'ai encore perdu l'amitié de Marie à l'école. Ma seule joie dans cette enfance sur laquelle je pouvais compter, et heureusement que j'en avais une, c'était les poules. Je jouais avec elles, je leur donnais des noms, je les bordais le soir, je leur trempais du pain des chiens et savourais de les regarder toutes joyeuses de cette collation inattendue. Quand je revenais de l'école, elles couraient toutes vers moi, ce qui me donnait l'impression d'avoir de l'importance et d'être aimée par quelques êtres. Bien sûr, ma mère disait qu'elle m'aimait et qu'elle passait du temps à m'aider, et elle passait du temps à m'aider pour les devoirs. Mais avec 4 autres enfants, son travail de professeur, puis les vaches, le jardin, la lessive, le nettoyage, le repassage, le raccommodage et les repas, quand ce n'était pas ta mère qui les faisait. Elle n'avait aucun temps pour elle ni pour les loisirs qui nourrissent l'âme. Je suis reconnaissante du temps qu'elle volait à son travail sans fin, pour nous amener, Claire et moi, à des leçons de piano que j'aurais préféré être des leçons de danse moderne comme le faisait Marie, mais on ne choisit pas quand on est enfant. Finalement, le piano m'a bien servi, et maintenant je suis heureuse d'avoir cette capacité, plutôt que la danse qui m'aurait aidé à me sentir mieux dans mon corps. Mais si j'avais été mieux à moi, je ne serais pas ici à l'heure qu'il est. Maman avait raison. Grâce à elle, je suis là, t'écrivant cette lettre. Revenons-en aux poules, le sujet délicat. Comme tu le sais, mes parents m'envoyaient souvent en vacances. Malheureusement avec ma sœur, avec qui je ne m'entendais pas, car elle a pris contre moi lorsqu'elle a arrêté de chercher des noises à Jean. C'était dur de partager sa chambre, son comportement était difficile quand elle était jeune. Elle ne m'aimait pas. Alors, pensant sûrement nous faire plaisir et peut-être pour me forcer à me socialiser ou m'aider à sortir de ma timidité excessive, nos parents nous envoyaient, souvent avec ta mère, ici ou là. J'aurais bien mieux aimé rester à la maison, bien tranquille sans ma sœur, et jouer avec les poules ou lire des livres. Aider mes parents n'était pas naturel pour moi, et c'est bien dommage car si j'avais eu plus d'énergie à vouloir les aider, ils m'auraient peut-être trouvé indispensable et permis de rester à la maison, plutôt que de visiter tantes et cousins. Mais je ne comprenais pas cela. Et c'est après un de ces séjours charmants chez Mimi, où je m'étais évanouie et j'étais tombée malade, varicelle. Je suis revenue pour trouver le poulailler vide et aucune plume qui vive dans la cour, aucune trace de mes amis. Je me suis précipitée pour demander où ils étaient tous et on m'a répondu « Monique et Nanou ont profité de ton absence pour tuer les poules ». Le désarroi, le chagrin et la colère que j'ai ressentis ce jour-là et pendant les semaines à venir étaient immenses. Ces poules représentaient tout mon univers. Je les aimais plus que les humains. Je ne comprenais pas, bien sûr, comme beaucoup d'enfants, pourquoi on ne pouvait garder des bêtes inutiles et qui devenaient trop vieilles. J'étais dans mon univers,
coupée des autres, et cet événement m'a enfoncé encore plus dans un état autistique où je détestais tout le monde qui se moquait de mon chagrin, et même ma mère n'était plus rien pour moi, qui m'a dit, lorsqu'elle a vu que mon chagrin ne s'atténuait pas, « Je ne savais pas combien tu tenais aux poules. Si j'avais su, on en aurait gardé quelques-unes. » Ce qui montrait bien qu'elle n'avait aucune idée de ce que je faisais ou ce que j'aimais, car elle n'avait pas le temps de me connaître. Elle était débordée. Je ne lui en veux plus, bien sûr. C'était ce que c'était. Par contre, toi, je ne t'ai jamais pardonné, car j'ai senti que tu faisais cela pour me blesser, parce que tu ne m'aimais pas, et tu savais que j'aimais les poules. Tu m'avais assez reproché de leur donner trop à manger. Cela avait fort bien réussi. J'étais blessée si profondément, je ne m'en suis pas remise. Je n'ai pas pu aimer les poules qui sont venues après autant, car je savais qu'on allait me les prendre pour les tuer. C'est dommage que je n'aimais pas les vaches autant, car elles duraient plus longtemps. Depuis cet événement, je te détestais encore plus farouchement, lorsque tu débarquais à Soucis, et c'est sans mentionner tes amis que tu nous imposais, cette Aline, Sonia et compagnie, avec qui il fallait que je devienne amie. Sonia, ta chouchou, cette fille menteuse, tricheuse, toujours le centre d'attention à faire des bêtises, alors que moi je n'avais pas le droit d'être le point de mire, ni de faire l'intéressante. Mais elle, si, elle avait le droit, car elle te faisait rire. Il fallait que je me taise, que je sourie et que je sois gentille, moi. Encore des vacances gâchées passées avec eux et toi. Moi, jalouse de ce singe de Sonia, qui avait de beaux jouets, de beaux vêtements et qui écoutait les musiques à la mode et avait les derniers magazines stupides des derniers groupes de pop. Je vous détestais tous et je suis bien contente d'avoir vomi dans leur voiture capitonnée qui puait lorsqu'ils m'ont prise pour aller je ne sais où. L'odeur affreuse de leur voiture me donnait la nausée. Mais je savais que si je disais à Aline que je me sentais mal, elle allait m'engueuler, car c'est tout ce qu'elle savait faire. Alors je ne pouvais rien dire, et essayais de me forcer à ne pas vomir. Finalement, c'est l'odeur de la banane qui était la dernière goutte, et c'est sorti sur la portière et le tapis. Qu'est-ce qu'elle m'a engueulé d'être malade. Qu'est-ce que je l'ai détestée. Pourquoi mes parents m'envoyaient toujours chez des gens chez qui je ne voulais pas être ? Je leur en voulais de me séparer d'une existence où j'aurais pu me relaxer davantage et essayer de me comprendre, de grandir de façon plus équilibrée. Et il y avait ces séjours obligatoires à la montagne, où tu avais pris Claire et Jean, Damien peut-être aussi. Et tu as été obligé de me prendre aussi, pensant sûrement en ton fort intérieur que tu me materais mieux loin de mes parents, en me critiquant et en jugeant ma nervosité pour les décisions que je devais prendre. Car quoi que je choisisse, tu me disais toujours qu'il fallait que je prenne autre chose. C'est comme ça qu'on encourage un enfant à n'avoir aucune volonté ni foi en ses souhaits. Je te remercie. C'est qui payait pour ces séjours à la montagne, les cours de ski, l'équipement? Mes parents? J'aurais préféré qu'ils m'achètent des vêtements à la mode avec cet argent gâché. Je détestais la neige et le ski, car je n'étais pas téméraire ni bonne en sport, et surtout pas avec vous dans les parages. Et ces tire-fesses, ces machines qu'il fallait prendre et sur lesquelles je me sentais humiliée, car rien que le mot « fesse » me remplissait de honte. C'est comme ça quand on a connu l'abus. Toute référence à l'acte nous dérange, et ces critiques incessantes à mon égard, de la part de vous tous, et cet Alain qui se comportait en fils pervers et dominateur. On arrête là avec les vacances. Tu peux remplir les les points, 3 points, je vous montre là, les des autres vacances où je suis venue avec toi. Tu comprends maintenant combien ta présence était intolérable. Après l'école primaire, un autre événement qui m'a bouleversée s'est produit. Juste l'année où j'avais besoin de sentir que je pouvais compter sur mon amie Marie, malgré ses tendances à préférer tout autre que moi. Elle m'apprit sans larmes que ses parents l'amenaient, ainsi que ses sœurs, vivre sur l'île de la Réunion, pour ce qui serait 6 bonnes années. J'étais à nouveau déchirée. Je n'avais pas d'autre amie.
Ceux que je connaissais allaient au collège à Montcuq, et moi j'étais obligée d'aller au sinistre collège de Montaigu, avec son curé rigide qui chantait en latin pour faire l'intéressant. Maman n'aimait pas Montaigu et m'a expliqué que c'était à cause des transports. Il n'y avait pas de bus qui pouvait me prendre pour aller à Montcuq. Alors les poules disparaissaient, et maintenant Marie, qui me quittait sans regret, promettant de m'écrire, mais bien sûr, tel son caractère émerveillé du nouveau. Elle m'a oublié bien vite et n'a pas écrit de 6 mois. Finalement, elle l'a fait, poussée par sa mère qui nous a envoyé de la confiture d'ananas délicieuse. La prochaine lettre a pris encore plusieurs mois à venir, et puis plus rien. Damien a essayé de me lier avec la fille d'un de ses patrons qui entrait dans la même classe que moi, mais sans résultat, car elle avait déjà plein de copines et elle était très populaire. Elle a bien fait un petit effort car elle était aimable. Mais j'étais gauche, timide, trop prête à acquiescer à tout, et elle s'est vite lassée de moi. Me revoilà, détestant la vie dans ce collège froid et impersonnel, avec les bonnes sœurs, en voulant à mes parents de m'avoir envoyée ici. Je n'avais personne avec moi ou pour me protéger. Et je suis vite devenue la victime préférée d'un groupe de 3e. Des larrons qui n'étaient pas bons en classe et fumaient alors qu'ils n'avaient pas le droit. Qui se moquaient de moi et me menaçaient car je me comportais encore comme une enfant à 10 ans. Je collectionnais les vignettes de Panini, des dessins animés que tu détestais. Tu trouvais la voix pointue des fillettes ridicules, tu te souviens ? J'ai eu du mal à passer le cap de cette humiliation et de cette imposition publique. Je n'ai pas vécu de violence physique avec eux, mais la violence mentale pour quelqu'un de timide, etc., c'était dur. Après des mois, j'en ai parlé à ma mère, qui voyait que ça n'allait pas. C'était assez pour me faire dérailler et compromettre mes études, ayant peur de les voir dans la cour de l'école. La fille qui aurait pu être mon amie, la seule pas prise de la classe, était une pauvre âme qui habitait un taudis dans une rue de Montaigu. Sans salle de bain, ses vêtements étaient sales, elle sentait mauvais et elle avait toujours des poux et des lentes qui se voyaient du blanc tout le temps dans les cheveux. Pourtant, elle avait confiance en elle, ce qui m'a toujours étonnée. Je ne la voulais pas pour amie, parce qu'elle était la risée et un sujet constant de moquerie. Je n'avais pas besoin de poux, en plus que toute la honte que je portais déjà en moi, car je me sentais sale. Maintenant, je sais pourquoi. Essuyée, etc. La 2e année, je me suis fait une copine. Puis une autre s'est jointe à nous, et cela a mal fini. La copine d'origine m'a laissé tomber pour l'autre arriviste. Il y a un pattern là avec Marie. Et, non contente de ça, elles m'ont aussi fait un coup vache et se sont retournées contre moi. Heureusement, c'était la fin de la 3e et elles n'allaient pas au même lycée que moi. J'ai compris ou cru comprendre que je ne me ferais jamais de vrais amis, qu'elles partiraient ou me trahiraient. Alors, plus pessimiste que jamais, j'ai accepté ma solitude en me disant « Mieux vaut être seule qu'en mauvaise compagnie ». Oh, ça pue, faut que je vois la fenêtre, cette washing powder. Oh, dégueulasse. Allez. Allez. Tiens, un verre d'eau, ça fera du bien. J'ai encore continué à vouloir plaire aux autres, car je ne connaissais pas d'autres moyens d'être. Ma croyance était que je devais être une sorte de pouilleuse dont on ne voulait pas. En plus, je n'étais pas belle. Heureusement que mes parents m'ont payé l'orthodontie. Ça m'a arrangé un peu. On ne voulait pas de moi, ni à l'école, ni dans la famille, et j'étais en conflit intérieur ou extérieur constant. Il y avait toujours quelqu'un qui ne m'aimait pas, que ce soit à la maison avec Claire et toi, Jean quand il s'y mettait,
Et même pas besoin de parler des élèves qui me regardaient de travers. On ne peut pas être bonne aux études quand on se sent comme ça. Je ne te blâme pas, tu ne pouvais pas te comporter autrement. Claire non plus. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se conduire de façon critique avec moi. J'ai failli écrire « méchante », mais je ne veux pas lui chercher noise, car, au contraire de toi, elle a changé drastiquement ces dernières décennies. Je ne suis pas encore arrivée à sortir de ce cercle vicieux où subconsciemment je cherche dans mon tous les jours cette femme qui ne m'aime pas, et je la rencontre partout. C'est moi-même, dans le reflet des autres. C'était Rosie, ma propriétaire. C'était la femme de mon patron, ou mon manager. C'était une autre femme qui va au marché. C'était une cliente. On refait toujours nos empreintes, telles qu'elles se sont formées dans l'enfance, grâce au traumatisme. C'est pour ça que j'ai fait tant de thérapie. Je mérite mieux que ces penchants pour souffrir. Continuons avec la famille. J'étais tolérée par tes sœurs, à part Thérèse qui était gentille, car elle était habituée à s'occuper d'enfants et me gâter parfois, souvent. Ta mère aussi s'occupait de moi, mais nous n'étions pas proches, comme avec Thérèse d'ailleurs. Peut-être parce que Marie passait, comme ma mère, tout son temps à travailler. Marie, c'est sa mère. Elle ne m'encourageait pas à parler de moi, ni me parler de ses émotions à elle. Ta mère me parlait de son passé, comme le font toujours les personnes âgées à qui on a volé leur présent. Je le répète, si seulement j'avais compris que le bon vouloir et la vaillance m'auraient ouvert une place plus déterminée et stable dans la famille, je l'aurais fait avec plus d'entrain, n'attendant pas qu'on me prie, qu'on me force ou qu'on m'engueule, toi, pour aider. J'aurais été plus heureuse, mais je ne l'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui, alors que je t'écris cette lettre. Personne ne m'avait expliqué que d'aider de soi-même nous ouvre le cœur des autres, du moins dans cette famille. Ce n'est pas le cas de Cendrillon. Cela m'aurait aidé aussi à sortir de ma coquille, car je me serais sentie mieux à moi. J'aurais cru avoir plus de valeur. Mais d'aider me prenait tant d'efforts. J'étais maladive avec mon asthme, mes otites à répétition, sans grands entraînements physiques. Et puis, il y avait cette école de malheur avec tous ses devoirs, les week-ends chargés des travaux d'école. Et lorsque je me croyais en grandes vacances, il fallait faire des cahiers de rattrapage pour m'améliorer dans les sujets où j'étais faible. Quand avais-je le droit d'être libre, d'être une enfant ? Ce sentiment de toujours devoir travailler me poursuit encore aujourd'hui. Nous ne sommes jamais vraiment libres. Nous appartenons à notre société ou à nos chefs d'État. La vie de l'humain à travers la société est bien faite pour faire de lui un objet, un robot, une chose sans âme, frustré, toujours occupé à faire des choses qu'il préférerait ne pas faire, mais qu'il est obligé de faire, pour la seule raison que c'est comme ça. Nos gouvernements sont comme ils sont, il faut l'accepter et mordre la bride, sans résultat. Tu ne le savais peut-être pas, mais j'étais médiocre à l'école. Je doutais de mes capacités, parce que les autres à la maison me disaient toujours ce que je disais était stupide, et que je ferais mieux de me taire, que je ne pouvais rien apporter à la conversation. Pourtant, j'étais curieuse. Je saoulais ma mère de questions incessantes sur tout, lorsque nous étions seuls. Je voulais tout savoir et tout comprendre. J'aurais dû être bonne à l'école. Comme tu le sais, à l'école, le père de Marie ne m'a apporté que la conviction d'être incapable à comprendre les choses logiques. Le collège, avec ce malaise intérieur constant d'adolescence. Je faisais de mon mieux, mais ma tête était trop occupée à me sentir mal en moi, nulle, non voulue, et je ne ramenais que la moyenne ou un peu plus, mais jamais rien de brillant. Au lycée, pareil, avec en plus la honte de devoir faire des études littéraires et de langue vivante dans lesquelles j'étais médiocre. Parce que je n'étais pas assez douée pour les maths et la science que j'aurais pourtant préférée. La seule fois en seconde où j'ai brillé en réussissant à résoudre un problème de maths très difficile, où même les meilleurs de la classe avaient échoué, la prof m'a regardée avec des yeux ronds.
elle a décidé que j'avais triché ou que j'avais eu de la chance et que j'avais pris le bon numéro au pif. C'était la seule fois où je me suis vraiment donnée. Je n'ai plus fait d'effort après ça, car la prof ne m'aimait pas. Pourtant, j'avais trouvé la solution en tournant le problème à l'envers. Décidément, les gens qui ne m'aimaient pas étaient partout. Le lycée aussi était une autre période difficile. Je suis sûre que tu meurs d'envie d'en connaître tous les détails de cette époque tourmentée. Tu te souviens peut-être ou pas que j'étais au lycée à Agen et le soir j'étais pensionnaire dans le collège pour filles affiliées à ce lycée avec les bonnes sœurs. J'en rêve toujours. Pendant ces 3 années, j'ai eu droit au dortoir. Malgré ma requête qui avait été acceptée l'année d'avant, la bonne sœur principale n'a pas voulu me donner une chambre l'année de terminale. Alors que je sais que j'aurais mieux travaillé, n'ayant pas à me soucier de ce que les autres au dortoir pensaient de moi. Ce qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie que j'aurais pu utiliser pour étudier. La sœur ne m'aimait pas. Encore une, décidément. Et je crois que c'était parce qu'à certains moments de lucidité et d'entrain, je commençais à désobéir et à m'émanciper. J'ai peut-être fait du grabuge pendant les heures silencieuses d'études, ou bien joué un tour ou deux qui n'ont pas été appréciés. Tu sais pourquoi je détestais la pension ? Parce qu'encore une fois, c'était la loi des plus fortes qui régnait. C'étaient toujours les filles téméraires avec de grosses voix, Sonia, et de gros égos bien gras qui étaient au sommet de notre communauté. Bien sûr, elles ne me payaient aucune attention car je n'avais pas de caractère. J'étais molle, timide et silencieuse. Même les plus jeunes que moi avaient plus de pouvoir car elles ouvraient leur gueule. C'était elles qui choisissaient la station de radio qu'elles mettaient à fond dans la salle d'eau communale, ce qui leur était permis. Et bien sûr, c'était la station à la mode. Radio 1. Radio 1. Oh non, ça c'est en Angleterre. Bon, enfin, c'est l'équivalent français. Station qui ne jouait que les derniers titres à la mode. Quelle horreur. Combien c'était frustrant d'être soumis, sans rien pouvoir dire, à la volonté d'un groupe de filles populaires. Au lycée, c'était différent dans la cour, mais pas en classe. Dans la cour, au milieu, il y avait le groupe des élèves bien et cotés, qui fumaient et avaient des vêtements chics et de l'importance. Et il y avait les autres sous les arcades. Tu as compris à quel non-groupe j'appartenais, bien sûr. J'étais souvent seule, parfois avec des filles pas cotées et qui étaient un peu ennuyeuses. Mais mieux valait être avec elles que toute seule, car au moins, je me sentais moins con. Où était passé mon nouvel adage « Mieux vaut être seul qu'en mauvaise compagnie ?» Dans la classe, c'était la loi des plus forts et des plus cotés qui régnait, les grandes gueules. Ce n'était jamais moi, même si de temps à autre je faisais des remarques qui faisaient rire les autres, ce qui me faisait plaisir. À ce sujet, un des seuls bons souvenirs de la pension est qu'une année, les bonnes sœurs nous ont permis d'organiser un spectacle pour les élèves filles. Et j'ai pris part avec une autre fille qui était rigolote, et nous avons joué un sketch. Des deux vieilles, les vampes, et je nous avais trouvé des chouettes costumes au grenier. Malgré que j'avais du mal à garder mon sérieux sur la scène, car j'étais si intimidée d'avoir le droit d'être un centre d'attention du moment. Le sketch s'est bien passé et ça m'a donné un peu de foi intérieure, que j'avais quelque chose qui me faisait plaisir, mais aussi que je pouvais faire rire les autres. J'ai toujours souhaité être une comique naturelle, mais comme tu le vois au ton de ma lettre, c'est bien raté jusqu'à présent. Le lycée est arrivé à sa fin. Ouf! J'ai eu le bac, tant bien que mal, de justesse. 10,5 sur 20. Il m'a fallu aller chercher mon bulletin pour trouver ce chiffre. L'idée de redoubler m'était trop indésirable. L'Occitan m'a sauvé des points, car bien que j'étais nulle, j'ai eu un 18 sur 20. Ils étaient gentils. Après le lycée, il y a eu quelques semaines de répit. Et sans compter le travail chez Pasquier les années précédentes, j'ai eu mon premier travail officiel à l'office de tourisme de Montaigu,
que j'ai eue grâce à l'aide de ma future belle-sœur Thérèse. Elle m'avait aidé à composer une lettre très attrayante pour accompagner mon CV. Je ne me sentais pas vraiment à la hauteur de ce travail, car je ne connaissais aucun des lieux touristiques locaux, ni n'en avais aucun intérêt. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui n'étaient pas du coin, des musiciens, et ça m'a appris la responsabilité, car il fallait que je sois là pour les accueillir et les aider à se préparer sur l'estrade au lac de Montaigu. C'est l'été où j'ai eu le plus de confiance en moi de toute ma vie. Enfin, je me sentais avoir une place dans cette communauté impénétrable. Ceci a duré quelques semaines. La vieille dame qui travaillait à l'office m'a trouvé des noises, je ne sais plus pourquoi. Je crois qu'elle était jalouse car elle était obèse. Mais le travail était temporaire de toute façon. Et puis, pour continuer avec les problèmes d'avoir un corps de femme, après le gars qui me ramenait d'Agen et voulait que je touche son sexe, qui avait plus de 40 ans de plus que moi. Voilà que pour mes 18 ans, mon cousin a voulu m'embrasser sur la bouche, mais je ne l'ai pas laissé faire car il me dégoûtait comme l'autre. Je ne citerai pas son nom, mais je te dirai seulement que sa femme me regarde de travers depuis ce temps-là. Il a dû se plaindre à elle et lui dire que je l'avais excitée. Je n'ai pas besoin de gens comme ça dans ma vie. On dirait que ceux qui sont violés quand ils sont petits attirent à eux beaucoup d'aventures indésirables de ce genre dans leur vie. C'est mon cas. Je passerai donc outre de te raconter ma vie en Angleterre, qui ne t'intéressera pas car tu es à peine cité dans cet épisode. À part, pendant les heures interminables de thérapie de tout genre, où mon dragon de tante ressortait toujours avec ses critiques lacérées comme des couteaux. C'est vrai que depuis que je suis là-bas, je t'ai, heureusement ou malheureusement pour toi, peu vu. Tu me diras, des neveux, tu en as des douzaines, et leurs enfants encore plus, et des cousins, n'en parlons pas, il y en a partout. C'est pour ça que ma présence, si désirable qu'elle soit, n'est pas nécessaire à ces réunions familiales ou à votre vie en France. Outre toi, il y a plusieurs personnes qui, malgré mes efforts d'être aimable et poli, font comme si je n'existais pas quand je viens, ou bien qui me critiquent sur mes choix. Oh, j'en ai fait des choses pour mériter cela. J'ai tué, j'ai violé, blessé les autres au couteau, j'ai pris sans rien rendre en retour. Ou plutôt, je me suis tenue à part pour conserver intact le peu d'estime de moi que j'avais. La bouche close et les mâchoires serrées, observant ce groupe d'étrangers qui sont censés être ma famille de sang, avec qui je suis censée appartenir, et avec qui je préfère ne pas être car nous n'avons littéralement rien à nous dire. Si tu étais quelqu'un de sensible, tu lirais entre ces mots mon désarroi de n'avoir jamais appartenu, de ne m'être jamais senti accueilli à bras ouverts, à part par certains, mais comme mon naturel est devenu négatif. Je préfère penser à ceux qui ne m'aiment pas, aux dépens des autres, qui font des bruits joyeux quand ils me voient, et ils sont nombreux. C'est dommage, mais je m'en rends compte et j'y travaille dessus. Voilà pourquoi cette lettre, que dis-je, cette missive, que tu as peut-être lue jusque-là. Je te félicite si c'est le cas. Laisse-moi te rappeler, la dernière fois que je t'ai vu, en 2017, lorsque je suis venue, sûrement avec mon ex, et j'étais chez Claire, qui m'avait chaleureusement accueillie, ainsi que chez Yves. Elle avait fait un repas à mon honneur et avait invité plusieurs personnes. Dédou et Michel, Yves, Thérèse, Philippe étaient là, ainsi que toi, et Brunissen, bien sûr. Tu m'as dit bonjour, finalement. Tu m'as dit bonjour finalement, avec ta voix normale qui est cassée entre l'aigu et le grave, et ton rire cinglant qui annonce souvent une critique. Tu m'as dit en me regardant des pieds à la tête. Et alors, tu ne l'as pas encore fait opérer ce fibrome ? J'ai répondu que non. Et sans plus de discours, tu es allé dire bonjour à quelqu'un d'autre de plus intéressant que moi. Tu ne m'avais pas vu depuis 4 ans. Tu ne m'as plus adressé la parole pendant tout le repas. Lorsque tu es parti,
chercher des sacs dans ta voiture contenant des vêtements donnés par quelques amis que tu voulais distribuer. Tu m'as appelé ainsi que Claire, mais telle une enfant gâtée, je ne voulais pas de ces vêtements. Sais-tu ce qui m'a le plus choqué et qui a été un facteur déterminant de la rareté de mes visites? C'était pendant le repas. Je ne savais pas que c'était l'anniversaire de Philippe. À un moment donné, une bouteille de vin ou autre a été ouverte, servie, et tu as fait les honneurs de lever ton verre à Philippe, qui avait aujourd'hui un certain nombre d'années. Tu ne m'as même pas cité, ni fait aucune allusion à ma venue, qui m'avait demandé un effort moral et financier. Ça m'a blessée profondément. Comme j'aime me sentir blessée, oh que ça fait du bien. Et ça m'a affirmé, certaines de ma famille se foutent de ma présence. Que je sois vivante ou morte, ça ne les affecte pas. Cela ne t'aurait pas coûté beaucoup d'ajouter mon nom à ce toast, et ça m'aurait rendue heureuse, me donnant enfin l'impression que j'avais assez de valeur à tes yeux pour être reconnue publiquement. Ce jour-là, comme toutes les fois où on s'est vu, tu n'as fait aucun effort pour me demander comment j'allais, comment je me sentais, ce que je faisais là-bas, si j'étais bien à moi. Mes maigres efforts de communication avec toi, qui consistaient, ENT, à te regarder et te sourire pour que tu me paies de l'attention, n'ont pas abouti. Si ça avait été quelques années plus tôt, j'en aurais tiré des remontrances ou des critiques. Eh bien alors, pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que j'aimerais bien que tu me parles gentiment. Et la réponse, qui n'est jamais sortie de ma bouche. Heureusement que Dédou et Michel étaient là ce jour-là. Dédou, malgré son grand âge et le fait qu'elle ne me connaissait pas beaucoup, s'intéressait à ce que je faisais, comment je me sentais, et elle ne se servait pas de mes réponses timides pour me rabaisser ou me critiquer, ni pour m'interrompre et me dire « On ne dit pas ça comme ça, t'as appris quoi à l'école, ah 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 !» Elle me respectait. Quelle grande femme. Toi, tu as toujours été une personne d'importance dans ma vie. Sûrement parce que je ne pouvais jamais atteindre la façon d'être qui me rendrait acceptable à tes yeux. Toi, la femme alpha, ou plutôt l'une des filles alpha de ta mère. Toi, femme qui, vue de l'extérieur, a connu ou vécu une vie avec du succès dans beaucoup de domaines. Financièrement, cela ne me sera jamais donné de travailler dans une banque. Étant à l'aise, tu as voyagé et rencontré des gens dans le monde entier. Le succès social, tu as des amis innombrables et partout. Si tu les traites comme moi, ça doit tenir du miracle. Tu es tout le contraire de ce que j'ai choisi être. Des amis, j'en ai moins que les 5 doigts d'une main. Mais je sais qu'en cas de coup dur, je peux compter sur eux. Les relations intimes, avec qui c'était devenu abusif. On en revient toujours à l'abus sexuel et ce que ça a créé comme comportement subconscient. Alors les relations intimes depuis lui, avec qui c'était devenu abusif. On en revient toujours à l'abus sexuel et ce que ça a créé comme comportement subconscient. Ne m'intéresse plus. Homme, femme ou trans, qui est maintenant à la mode. J'ai passé l'âge de croire comme quand j'étais jeune, que pour avoir une valeur aux yeux de ma famille et de la société, il fallait me montrer mariée ou du moins avec quelqu'un. Les voyages, à part l'Australie et la Thaïlande en chemin, New York avec Franck et la Tunisie où j'ai aussi voyagé seule, ça m'a suffi. Je me suis fait duper trop souvent en Thaïlande et en Tunisie et escroquer de l'argent, cela m'a dégoûté. Si seulement j'avais été 1/10 de ce que tu es, car ce n'est pas à toi qu'on escroquerait 10 centimes. Je ne suis pas assez assertive ni vocale. Tiens. Mais pourtant, dans ma vie, j'ai connu quelques succès. Le plus fulgurant, le plus proche de ce que je souhaiterais faire. La compagnie de chocolat Continuum Conceits. Grâce à un ange venu du ciel,
et ses écrits dans le journal de gauche The Observer. J'ai maintenant goûté au sentiment d'être recherchée pour ce que j'ai pu accomplir. Quelle joie! De penser enfin que j'ai une valeur quelconque. Que les autres me disent « Oh, que c'est joli, oh, que c'est bon, oh, comme tu es doué pour tes dessins. » Enfin, une excuse d'avoir un peu d'estime de moi. D'estime pour moi. Non, d'estime de moi. Enfin, je suis bonne à quelque chose, mais j'oublie le plus important. De m'aimer et de m'accepter. Telle que je suis, avec ou sans fibrome, avec ou sans ongles, avec ou sans succès. Est-ce que tu te souviens, lorsqu'en 2008 par là, lors d'une de mes visites pour venir voir mon père, tu es venu au château et je descendais les marches en sandales. Ce qui m'avait pris du courage parce que mes pieds commençaient à se déformer. Tu étais en bas et tu m'as regardé des pieds à la tête. Décidément, c'est une habitude chez toi de scrutiniser les autres. Et revenant à mes pieds, tu m'as dit « Et qu'est-ce que t'as fait à ton ongle d'orteil? C'est une mycose? Eh ben, t'es pas allé voir un docteur? Tu n'y fais rien. Il faut le traiter, c'est pas responsable de ta part, c'est pas joli. Mais bon, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. » Et, prise de stupeur, je ne trouvais plus mes mots. J'ai essayé de répondre que je le traitais déjà naturellement pour m'en guérir. Mais tu es parti, car ma réponse ne t'intéressait pas. Ton commentaire sur mon apparence physique, sur laquelle j'avais déjà du mal à m'accepter, m'a complète toi-même avec 2 mots. Qu'est-ce que ça aurait bien pu me faire? Profondément blessée. Déjà que je n'étais pas assez bien pour toi, là, je le devenais encore moins. Ça m'a confirmé dans l'idée que j'étais inférieure et que je devrais avoir honte de moi et de mon corps. C'est pourquoi je passais des heures en thérapie pour désamorcer ces croyances négatives. La honte de soi est un sentiment très destructif, autant pour le moral que pour le corps physique. Chaque fois que tu me voyais, tu réussissais à me dire quelque chose qui me faisait mal et augmentait mon mal-être intérieur. Ma mal a dit. Ce sentiment de ne pas être accepté ni acceptable. C'est comme si j'avais un aimant extérieur qui attirait ces remarques blessantes de ta part. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne m'aimes pas et quand on n'aime pas quelqu'un, c'est normal de vouloir le rentrer dedans avec les cornes. Nous sommes des animaux après tout, et toi aussi. Quand on est quelqu'un comme toi, qui d'après ce que j'ai entendu dire a subi de l'humiliation publique quand tu étais petite, et Dieu sait quel autre événement qui t'a traumatisé. Et quand on a compris que d'avoir la langue bien pendue est un atout qu'on peut utiliser pour rabaisser ceux de notre entourage, qui sont plus faibles que nous, et qu'on peut ainsi les plier à nos exigences, on le fait. Je ne te blâme pas de t'être forgé une personnalité de tyran. C'est ce qui t'a sauvé du ridicule. C'est avec cela que tu as trouvé ton point fort, ta valeur. Que les autres aient peur de toi, qu'ils te sourient de façon forcée, parce qu'ils veulent éviter de se prendre un de tes commentaires épines qui fait mal. Cela ne t'affecte pas? Ne préférerais-tu pas être accueilli avec la joie véritable dans leurs yeux de passer du temps avec toi, avec leur sourire ouvert et honnête, eux qui te sont chers, plutôt que d'être accueilli comme par un chien qu'on a promis de battre, qui te regarde avec la queue entre les pattes, de l'appréhension dans leur regard, quelqu'un qui fait semblant de sourire pour te plaire. Cela te fait plaisir d'avoir toujours raison? Et les enfants, cela te donne-t-il l'impression d'avoir plus de valeur, de les intimider avec ton rire cynique qui borde sur l'agression? Tes propos qui ne sont jamais affirmatifs de leur comportement d'enfant, car ils ne sont jamais assez bien élevés à ton goût. T'est-il jamais arrivé de prendre un enfant dans tes bras, de le regarder avec douceur, dans les yeux, et de lui dire gentiment, tendrement, « Tout ira bien, tu verras. Je t'aime, tu es merveilleux. » Non? Est-ce que c'est parce qu'on ne te l'a jamais dit à toi, avec tendresse, et que tu ne sais pas comment tu te sentirais si on te le disait à toi? Pourquoi avoir gardé cette voix au ton agressif?
pour gagner le respect des autres? Qui donc t'a fait tant de mal pour que ça ait été ton seul moyen pour te protéger? T'es-tu jamais posé la question? À quoi je ressemble lorsque je suis dans un groupe de gens? Comment est-ce que je parle? As-tu jamais enregistré sur un de nos gadgets modernes une conversation sans que l'autre le sache, ou une interaction avec quiconque pour la regarder à nouveau et te demander: est-ce que cette sur l'écran, c'est le héros que je voulais de ma vie? Tu ne t'es jamais demandé si tu pouvais améliorer tes manières? Observe donc le nombre de gens qui te craignent, qui ne sont pas la meilleure version d'eux-mêmes en ta présence, parce que tu les intimides, qui se forcent à te faire plaisir, à dire oui alors qu'ils voudraient dire non, ou qui rient des boutades pour gagner tes faveurs alors que tu viens de lancer une de tes piques à quelqu'un qui est maintenant vexé. Regarde, observe ton comportement. Il n'est pas trop tard pour que tu sois aimé, avec ta vulnérabilité, avec ta douceur. Si, tu en as qui se planquent, cachent quelque part. Mais il est temps que tu baisses tes défenses si pointues. Car tu n'amènes pas le bonheur avec toi, malgré tes cadeaux. Et pourtant, je sais que c'est ce que tu aimerais donner aux autres, et aussi à toi-même. De la joie, du bien-être, du rire vrai qui fait tant de bien, et ne vexe personne. Au tout profond, tu as du cœur, même si tu ne veux pas le dire. Ce qui m'amène à parler du dernier sujet qui me chiffonne encore. Ce que je t'avais demandé dans mon email de mars, auquel tu n'as pas répondu. C'était le 21 janvier 2014-2015. Et j'étais cloîtrée pendant 3 jours dans un forum de 10 heures par jour, offert par Barry et son ex pour mon anniversaire. Pas grand-chose de bon en est sorti, à part 2 choses. Première chose, j'ai compris que le mot « essayer » qu'on utilise bien trop dans nos conversations avec nous-mêmes et les autres n'est qu'une tentative vouée à l'échec. « Essaye de prendre ce verre », dit la leader à une personne sur la scène. La personne prend le verre. La femme lui dit: « Non, tu viens de prendre le verre. Je te demande d'essayer de prendre le verre. » Voilà ce qu'est essayer de prendre le verre. Tu comprends? J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Alors, quand on essaie de changer, qu'on essaie de perdre du poids, etc., quelque part en nous, on a une croyance négative qui nous empêchera de réussir. Peut-être que cet échec nous sert à nous confirmer quelque chose que nous croyons vrai. Essayer, c'est échouer. Ceci est très utile à savoir. Deuxième chose utile dans ce forum. Ils nous ont forcés à appeler au moins 2 personnes avec qui nous avions des difficultés émotionnelles. Tu étais bien sûr présente dans mon esprit pendant tout le forum. Et l'autre personne avec qui c'était moins difficile était un ami, Terry, avec qui j'avais été ingrate et qui s'était rétracté et ne me parlait plus guère. Alors, j'ai pris mon courage à 4 mains, car il m'en fallait du courage pour confronter ma peur de toi. Je suis allée à la cabine de téléphone, car je n'avais pas les appels internationaux sur mon portable. Je tremblais en prenant le combiné et en tapant, n'arrivant pas à aligner les numéros correctement par 2 fois. Ton numéro. Tu as répondu. Mon cœur battait à tout rompre. Je suais comme si j'étais en face d'un monstre. J'ai osé te dire que j'avais peur de toi quand j'étais petite. Mieux vaut parler du passé. Je serais moins en danger que de dire maintenant. Et j'ai ajouté que j'avais l'impression que tu ne m'aimais pas. Tu as répondu. Eh bien, demande à ton leader pourquoi je ne t'aimais pas quand tu étais petite. J'étais choquée par ta réponse. Comment pouvais-tu penser que ce leader, qui s'occupait de plus de 1500 personnes ce week-end, avait aucune idée pourquoi une de mes tantes ne m'aimait pas? C'était soit idiot, soit dit parce que tu ne voulais pas avouer des sentiments qui nuiraient à l'image que tu te faisais de toi-même ou que les autres se faisaient de toi. Tu n'as rien dit d'autre d'important,
à part que c'était bien que je fasse ce forum, car j'avais besoin de changer. Je n'ai pas osé poser plus de questions. J'avais assez tenté ma chance et je m'en suis tenue là. Alors, je te demande maintenant, étoile éteinte de ma vie, pourquoi donc ne m'aimais-tu pas quand j'étais petite ? Maintenant que tu sais un peu de mon ressenti d'enfant, réponds-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais compris ton dédain et ton agression à mon sujet. Ni au sujet des autres d'ailleurs, comme Yves. Qu'est-ce qu'il t'avait fait ? Et Marlène ? Et ma mère qui se plie en deux pour te faire plaisir. Et tous les autres. Ce que j'ai maintenant compris, grâce à notre interaction, c'est qu'il faut absolument, pour mon bien-être, que j'arrête de me forcer à être qui je ne suis pas. Il faut que j'arrête d'être gentille et polie, d'accepter alors que cela ne me convient pas, d'essayer de gagner l'approbation et l'acceptance des autres. Je ne peux pas les gagner. Les autres m'aiment ou ils ne m'aiment pas. Je ne peux rien y changer, et agir en personne fausse m'éloigne encore plus de cette probabilité, surtout avec les gens qui me tolèrent et que je suis obligée de côtoyer de temps à autre. C'est pour ça qu'après ces années bien trop longues où je me suis sentie mal à moi, avec parfois ce sentiment de vouloir en finir de la vie, parce que j'étais inutile dans ce monde, parce que si les autres ne m'aimaient pas, le pire, c'est que je ne m'aimais pas moi-même. Car j'étais quelqu'un de faux. J'ai été forcée à dire oui contre mon gré, alors que je voulais dire non, à sourire, alors que je voulais mordre, à aider les autres plutôt que moi-même et me négliger en retour. Et surtout, lorsque l'abus s'est passé, encore et encore, personne n'a voulu m'entendre. Et cela s'est perpétué, car mon corps, appelé présent déformé, était devenu ma seule valeur. Mais cela n'a plus d'importance. Le but de ma vie maintenant, c'est de faire pousser des branches et des feuilles énormes sur ce tronc d'arbre que je suis, sur qui j'ai laissé les autres scier les branches. Et par moments, j'ai aussi scié moi-même. Je ne suis plus la victime de ceux qui se comportent sans respect ni amour à mon égard. Je suis celle qui rêve du jour où mes pensées pourront être entendues à un rythme égal à celui des mots que j'écris. Le parler, l'oral, ça peut s'améliorer si on le souhaite vraiment. Je le souhaite vraiment, que ma voix exprime ma pensée et mon cœur, petit à petit, avec patience. J'aurai encore des choses à te dire, comme pourquoi avec Barry on riait tant quand on est arrivé chez Claude, et tu y étais avec Poupette et Pipo et Déononce pour leur mariage. Mais ce sera pour une autre fois. Barry m'a souvent dit qu'il pensait que toi et moi nous serions bien entendus dans une autre vie. Il a perdu les plombs sur ce sujet-là. Ou bien... Je te laisse. Et je souhaite que cette lettre, dans laquelle tu peux lire le pardon que je te donne. Car le passé est le passé et tu n'es pas la même. Qu'elle t'inspire à être honnête avec toi-même, à ne pas te cacher dans l'oubli ou dans le déni. Facile à faire, n'est-ce pas ? Que cette lettre que tu auras peut-être lue jusqu'à la fin te donne envie d'être plus tendre avec toi-même et les autres, que tu abandonnes le besoin du jugement, de la critique. Tu n'as peut-être pas besoin de moi dans ta vie, mais j'ai eu besoin de toi, tel que tu étais, pour qu'aujourd'hui je puisse grandir à travers cette lettre. Je prends donc une dernière feuille pour te souhaiter plein de bonheur, de joie et du bien-être, et surtout que tu le partages autour de toi. Et que les personnes que tu côtoies t'aiment vraiment pour tout ce qui est beau en toi et qui est vraiment toi. Qu'ils t'apprécient à ta juste valeur pour ta bonté et ta bienveillance. Et pour ta vulnérabilité que tu ne cherches plus à cacher. Au revoir et bonne continuation. Celle qu'on a appelée Claude, mais qui a préféré s'appeler elle-même Alexandra.
55 minutes. Eh bien, merci pour ce que tu viens de faire pour moi. Merci pour ta voix, merci pour ton expression. Et merci de m'avoir guidé, vous autres. Merci.